Tina Turner semblait avoir la vie parfaite. Elle avait une carrière incroyable qui s'étendait sur des décennies, au cours desquelles elle a remporté pas moins de 12 Grammy Awards, était mariée à un homme merveilleux dans les dernières années de sa vie et avait une horde de fans adorateurs. Mais sous cette façade apparemment idéale, il y avait beaucoup de choses que Tina Turner cachait. Après son décès il y a presque un an, son mari Ervin Bach se confie enfin sur les luttes de Tina dans les années précédant sa mort, et certaines de ses confessions vous laisseront choquer. La vie de Tina Turner est encore plus tragique et incroyable que beaucoup ne le réalisent. Pour commencer, son vrai nom n'est pas Tina. Elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, une petite communauté rurale non incorporée près de Brownsville. Ses parents, Zelma Priscilla Curry et Floyd Richard Bullock, étaient des métayers afro-américains qui travaillaient dur dans les champs de coton. La famille vivait modestement, et Tina a passé ses premières années à aider ses parents, cueillant du coton sous le soleil brûlant du Sud. C'était une enfance marquée par la pauvreté et le labeur, dans un contexte de ségrégation raciale profonde aux États-Unis. Le Tennessee des années 1940 était un endroit où les Noirs étaient relégués à des emplois mal payés, et la famille Bullock n'échappait pas à cette réalité. Tina a souvent décrit cette période comme formatrice, lui apprenant la résilience dès son plus jeune âge. Elle chantait dans la chorale de l'église baptiste locale, où sa voix puissante commençait déjà à se faire remarquer, même si elle n'imaginait pas encore une carrière dans la musique. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, leur vie a pris un tournant dramatique. Les parents de Tina ont trouvé des emplois dans une usine de défense à Knoxville, Tennessee, pour soutenir l'effort de guerre. Mais ils ont pris une décision difficile, ils ont laissé Tina et ses deux sœurs, Aline et Evelyn, derrière eux. Tina a été envoyée vivre chez ses grands-parents paternels, des gens religieux et stricts, dans une ferme isolée. Cette séparation a été dévastatrice pour la jeune fille. Elle ne voyait plus ses sœurs pendant des années, et le sentiment d'abandon s'est ancré en elle. Les grands-parents imposaient une discipline rigide, avec des prières quotidiennes et des corvées incessantes. Tina se rappelait plus tard comment elle se sentait seule, rêvant d'un monde plus grand au-delà des champs de coton. Ce n'est qu'à la fin de la guerre en Europe, en 1945, que les enfants ont été réunis avec leurs parents, mais la famille était déjà fracturée. Le père de Tina, un homme violent, battait souvent sa mère, créant une atmosphère de tension constante. L'expérience d'enfance la plus douloureuse de Tina était encore à venir. À l'âge de seulement 11 ans, en 1950, sa mère, Zelma, a brusquement abandonné la famille sans prévenir, fuyant une relation abusive avec Floyd. Elle s'est enfuie à Saint-Louis, Missouri, laissant ses enfants derrière. Cet abandon a laissé Tina se sentir profondément non désirée et non aimée, ce qui a profondément impacté sa croissance émotionnelle. Elle se sentait rejetée, comme si elle n'était pas assez bien pour que sa mère reste. 2 ans plus tard, en 1952, son père s'est remarié avec une femme qui ne voulait pas des enfants, et ils ont déménagé à Détroit, abandonnant à nouveau Tina et ses sœurs. Les filles ont été envoyées vivre chez leur grand-mère maternelle à Brownsville, Tennessee. C'est là que Tina a commencé à s'affirmer. Après avoir été abandonnée d'abord par sa mère, puis par son père, elle était devenue indépendante et avait commencé à tracer son propre chemin. Elle travaillait comme femme de ménage pour une famille riche tout en vivant avec sa grand-mère, apprenant à se débrouiller seule. Une carrière dans la musique et le nom de Tina Turner étaient encore loin, mais ces épreuves forgeaient son caractère indomptable. Au milieu de son adolescence, Tina a subi une épreuve dévastatrice. Sa demi-sœur Evelyn et 2 cousins ont été impliqués dans un accident de voiture mortel. L'accident tragique a coûté la vie à tous, marquant le début d'une série de pertes qui allait profondément façonner l'avenir de Tina. Elle n'avait que 15 ans, et ce deuil l'a plongée dans une tristesse profonde, mais elle a trouvé du réconfort dans la musique gospel à l'église. Puis, quand Tina avait 16 ans, sa grand-mère au Tennessee est décédée. Lors des funérailles, Tina a été stupéfaite de rencontrer sa mère, qui avait abandonné la famille des années plus tôt. Zelma a demandé à Tina et à sa sœur Aline de déménager à Saint-Louis et de vivre avec elle. Sans autre famille ou tuteur vers qui se tourner, Tina se sentait isolée, et rejoindre sa mère dans la ville animée est devenu sa seule option. Ainsi, il était temps pour Tina de quitter la vie de petite ville du Tennessee et d'embrasser les lumières brillantes et la scène musicale de la grande ville. À Saint-Louis, Tina a fréquenté le lycée Sumner High School, où elle a commencé à explorer la scène musicale locale. Avec sa sœur Aline, elle fréquentait souvent les boîtes de nuit et les lieux de musique, comme le Club Manhattan ou le Club Impérial, où se produisait le rhythm and blues naissant. C'est lors d'une nuit au Manhattan Club qu'un moment décisif s'est déroulé. Elle a rencontré Ike Turner et son groupe,
les Kings of Rhythm, dont la performance allait changer son destin et son nom. Ike était déjà une figure établie dans le monde du R&B, ayant coécrit et enregistré Rocket 88 en 1951, considéré par beaucoup comme le premier enregistrement rock'n'roll. À seulement 18 ans, Tina avait déjà affronté de nombreux défis, et maintenant, sa percée était à l'horizon. Captivée par Ike Turner et la musique de son groupe, Tina était déterminée à chanter avec eux, malgré l'absence de femmes dans le groupe. Ike a initialement ignoré ses demandes, mais Tina a pris les choses en main. Lors d'une nuit cruciale en 1957, pendant la pause du groupe, elle s'est faufilée sur la scène et a saisi le micro derrière la batterie. Elle a interprété une ballade blues de B.B. King, You Know We Love You, avec une voix puissante et émotive. Ce moment unique a tout changé. Sa performance électrisante a immensément impressionné Ike Turner, qui l'a invité à chanter davantage. Elle a pris possession de la scène pour le reste de la nuit, et peu de temps après, Ike lui a offert un rôle permanent en tant que chanteuse dans le groupe. Avec Tina, les Kings of Rhythm avaient maintenant leur reine. Malgré la notoriété qu'ils allaient plus tard atteindre en tant que couple, Ike et Tina n'ont pas commencé leur relation amoureuse tout de suite. Cela a pris un certain temps. Au début, Tina se concentrait sur d'autres relations. Elle a commencé à sortir avec Raymond Hill, le saxophoniste des Kings of Rhythm, tandis que sa sœur sortait avec le batteur Eugene Washington. Cependant, cet arrangement a rapidement entraîné des complications. Encore adolescente dans sa dernière année de lycée, Tina s'est retrouvée enceinte de l'enfant de Raymond Hill. Lorsqu'elle a confié cela à sa mère, la réaction a été dévastatrice. Zelma était tellement contrariée qu'elle a mis Tina à la porte, rompant leur relation pour la deuxième fois. Sans autre option, Tina a emménagé avec Hill, qui vivait avec Ike Turner dans une maison commune. Tina a donné naissance à son fils Craig Raymond Turner en 1958, mais a rapidement fait face à un nouvel abandon lorsque Raymond est retourné dans sa ville natale de Clarksdale, Mississippi, et n'est jamais revenu. Sans soutien familial et rejetée par sa mère, Tina s'est retrouvée mère célibataire, ne comptant que sur la musique et le groupe pour la stabilité et le soutien. Pendant cette période difficile, Tina Turner a fait face à la solitude et à la peur, mais elle a tiré parti de chaque moment. À seulement 19 ans, après avoir reçu des cours de chant d'Ike Turner, Tina a enregistré sa première chanson intitulée Box Top, partageant les crédits avec un autre chanteur masculin du groupe. À l'époque, elle se faisait appeler Little Anne, mais une transformation significative était à l'horizon. Vers cette période, Ike Turner avait écrit une chanson pour Art La Cité et avait prévu une session d'enregistrement en studio. Tina était présente en tant que choriste, mais lorsque La Cité ne s'est pas présentée, elle a convaincu Ike de la laisser prendre le chant principal. Ike a accepté à contre-cœur, prévoyant de remplacer les voix de Tina par celles de La Cité plus tard. Mais le destin avait d'autres plans. La performance de Tina sur A Fool in Love était si puissante qu'Ike a décidé d'envoyer la bande à Sur Record, un label R&B à New York. La réponse a dépassé les attentes les plus folles de Tina. Impressionné par la voix de Tina, le président de Sur Record, Juggy Murray, a acheté les droits de la chanson à Ike pour la somme impressionnante de $25 000. Murray a également insisté pour que Tina soit la vedette du spectacle, avec une incitation financière substantielle. Ike a accepté et a baptisé sa chanteuse Tina Turner, en s'inspirant de Sheena, la reine de la jungle, un personnage de bande dessinée qu'il admirait. Le premier single de Tina, A Fool in Love, initialement destiné à un autre artiste, est devenu un succès sensationnel, atteignant la 2e place du classement R&B et la 27e du Billboard Hot 100 en 1960. Dès le début, Ike Turner exerçait un contrôle sur Tina, allant jusqu'à déposer la marque Tina Turner. Cette mesure assurait que si Tina quittait le groupe, il pourrait la remplacer par une autre sous le même nom. C'était un signe troublant que Tina a malheureusement négligé, posant les bases d'une relation tumultueuse où elle devrait plus tard se battre pour son nom, sa musique et même sa propre sécurité. Leur union en tant qu'Ike et Tina a commencé lors d'une fête en 1960, à peu près au moment où A Fool in Love a été publié. Lorsque Tina et Ike ont commencé une relation romantique, Tina a cherché refuge dans la chambre d'Ike pour échapper aux avances d'un autre musicien, marquant le début de leur relation évoluant au-delà de l'amitié. Cependant, leur romance naissante a rapidement été confrontée à un obstacle majeur. Étonnamment, Ike était encore dans un mariage de fait lorsqu'il a commencé à fréquenter Tina. Cela aurait dû être un avertissement clair pour Tina que des défis l'attendaient, car Ike a continué à être infidèle tout au long de leur relation. Ces infidélités continues, souvent publiques et avec d'autres femmes, sont devenues un problème récurrent, mais Tina avait des préoccupations plus pressantes à affronter.
Le groupe fut rebaptisé Ike & Tina Turner Revue. Ils se lancèrent dans de longues tournées à travers les États-Unis, où Tina captivait le public avec son énergie électrisante et ses performances éblouissantes aux côtés de ses choristes danseuses connues sous le nom des Ikettes. Pendant ce temps, Ike restait en arrière-plan, dirigeant le groupe. Leur spectacle devint immensément populaire, leur permettant de se produire en tête d'affiche devant des publics mixtes, même dans les États du Sud où la ségrégation raciale était encore répandue. Ils comblaient les fossés entre les publics blancs et noirs, ainsi qu'entre les scènes musicales Motown et rock. Par exemple, ils ont ouvert pour les Rolling Stones lors de leur tournée américaine en 1969, où Mick Jagger a avoué s'être inspiré des mouvements de danse de Tina pour ses propres performances. Tina Turner commença à porter des perruques dès le début de sa carrière, ce qui devint une marque de son image. Ce choix ne résultait pas de la vanité, mais des insécurités concernant son apparence et sa voix. Tina avait toujours été insécurisée par son apparence, pensant que ses traits étaient trop forts et que sa voix était inhabituelle, presque masculine. Pour compenser, elle se parait de perruques élaborées, de maquillage lourd et de robes flamboyantes, changeant souvent de tenue plusieurs fois au cours de chaque spectacle. Ce style unique, associé à ses mouvements de danse dynamiques, distinguait Tina des autres stars féminines de son époque, dont beaucoup se concentraient uniquement sur le chant. Elle dansait avec une intensité qui épuisait même les Ikettes, et son énergie sur scène était légendaire. En 1960, Tina et Ike accueillirent leur fils Ronnie, le deuxième enfant de Tina, à l'âge de 22 ans. En 1962, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile terne à Tijuana, au Mexique. Ike a insisté pour ce mariage dans cette ville sordide, et après la cérémonie, il a emmené Tina dans un bordel où ils ont assisté à un spectacle en direct, une expérience si humiliante que Tina a gardé l'histoire pour elle pendant des décennies. Il s'était installé dans une maison à View Park, Los Angeles, où Ronnie rejoignit le fils aîné de Tina, Craig, ainsi que les deux fils d'Ike issus d'une relation précédente, Ike Jr. et Michael, sous un même toit. Malgré ses inquiétudes quant à l'équilibre entre la vie familiale et un emploi du temps de tournée exigeant, les préoccupations de Tina étaient souvent ignorées. Ike Turner était implacable dans sa quête de succès dans l'industrie musicale, recourant souvent à la violence pour affirmer son contrôle. Le premier signe d'avertissement majeur que leur mariage ne serait pas un conte de fées apparu peu après. Tina exprima sa réticence à changer son nom et ses préoccupations concernant leur emploi du temps de tournée rigoureux. En réponse, Ike réagit violemment, la frappant avec un tendeur à chaussures en bois. Cet incident marqua le début d'une série d'épisodes abusifs. Souvent, Tina montait sur scène peu de temps après avoir été agressée par Ike, se produisant avec des lèvres contusionnées et des yeux au beurre noir, une épreuve épuisante qui la poussait à bout. La toxicomanie d'Ike, en particulier à la cocaïne, et ses abus émotionnels et physiques ont lourdement pesé sur Tina. Ike fut plus tard diagnostiqué bipolaire, mais son infidélité effrénée et ses exhibitions publiques avec d'autres femmes aggravèrent l'angoisse de Tina. Tout devint trop lourd à supporter en 1968, lorsque Tina tenta une overdose de Valium, ingérant 50 pilules. Bien que Tina ait survécu à l'overdose, l'incident lui apporta une clarté frappante sur sa situation et renforça sa détermination à s'échapper, reflétant le départ précédent de sa mère. Malgré ses tourments personnels, Ike & Tina Turner Revue connut son plus grand succès en 1971 avec leur interprétation de Prue Marie de Creedence Clearwater Revival. La chanson atteignit la 4e place des charts, leur valut un Grammy Award pour la meilleure performance vocale R&B par un duo ou un groupe, et catapulta Tina Turner au rang de star avec des concerts à guichets fermés et des apparitions télévisées. Ils ont sorti d'autres hits comme River Deep Mountain High en 1966, produit par Phil Spector, qui, bien qu'un échec initial aux États-Unis, devint un succès massif en Europe. Nutbush City Limey en 1973, écrit par Tina elle-même, célébrait ses racines rurales et se classa dans le top 5 au Royaume-Uni. Leur revue était connue pour ses spectacles énergiques, avec Tina en mini-jupe, dansant frénétiquement, influençant toute une génération d'artistes. Pourtant, cette période de triomphe fut brusquement interrompue. Tina se sépara d'Ike en 1976, après une violente dispute dans un hôtel de Dallas. Cette nuit-là, alors qu'Ike la battait, Tina saisit le moment pour s'enfuir, vêtue de vêtements ensanglantés, avec à peine 36 cents et une carte de crédit de station-service dans sa poche. Elle courut chez un ami et demanda le divorce peu après. Sa relation déjà tendue avec sa mère se détériora davantage. Zelma prit le parti d'Ike après le divorce, refusant de reconnaître les contributions de Tina à leur succès. Elle n'a jamais voulu me donner de crédit pour quoi que ce soit, se rappelait Tina.
Quitter Ike signifiait que Tina n'avait rien. Elle n'avait même pas son propre nom, car Ike l'avait trademarqué. Elle vivait avec ses 4 fils et une assistante personnelle, comptant sur les bons alimentaires pour survivre. Ce qui aggravait la situation était la menace constante de violence. Des voyous locaux tiraient sur sa voiture ou sa maison, la terrorisant au point qu'elle dormait dans un placard tandis que son assistante restait dans la chambre des enfants. Cependant, cette période terrifiante ne fit que renforcer sa détermination. En 1978, Tina Turner finalisa son divorce avec Ike Turner, coupant effectivement les liens avec son passé tumultueux et la relation abusive qu'elle avait endurée. Ses termes étaient simples, elle voulait 2 voitures Jaguar, quelques fourrures, des bijoux, surtout son nom Tina Turner. Ce nom deviendrait finalement son atout le plus précieux. Cependant, la route pour retrouver sa célébrité était raide. Tina se retrouva au plus bas, mais était déterminée à réaliser l'un des plus grands retours de l'histoire du rock. Pendant ce temps, Ike Turner lutta pour remettre sa vie sur les rails après le départ de Tina, combattant ses addictions et son comportement erratique. Il fit plusieurs séjours en prison et en cure de désintoxication. Sa vie prit une fin tragique en 2007 lorsqu'il fit une overdose fatale, alors qu'il souffrait d'un emphysème terminal. Tina choisit de ne pas assister à ses funérailles, un porte-parole déclarant « Tina n'a eu aucun contact avec Ike depuis plus de 30 ans. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait. » Tina Turner a grandi entourée de la foi baptiste à la maison et dans sa communauté. Alors, comment est-elle devenue bouddhiste? Cela s'est produit à Los Angeles en 1973, pendant l'une des périodes les plus sombres de Tina. Introduite à la pratique bouddhiste du chant Nam-myoho-renge-kyo par une amie, Valérie Bishop, Tina a trouvé du réconfort et de la clarté, ce qui l'a guidée sur son chemin. Elle créditait cette pratique spirituelle d'avoir sauvé sa vie, lui donnant la force de quitter Ike. Dans les années 1970, Tina consacrait jusqu'à 4 heures par jour au chant, trouvant de la force dans sa nouvelle pratique spirituelle. Son engagement était tel qu'elle a même eu l'honneur de rencontrer le 14e Dalai Lama en 2009. Elle a cofondé le projet musical Beyond en 2009, mélangeant chant bouddhiste et musique, et a écrit Happiness Become You en 2020, un guide spirituel basé sur ses expériences. Après son divorce, Tina Turner a lutté dans une relative obscurité musicale. Malgré la poursuite de ses tournées, elle était perçue comme une relique du passé, se produisant dans des cabarets, des hôtels et de petits clubs. Elle faisait face à des batailles juridiques concernant des dates annulées et des contrats de Ike & Tina Turner revus. Dans l'industrie musicale, les opportunités pour une femme noire de plus de 40 ans étaient rares, et le soutien était difficile à obtenir. Pendant cette période difficile, Tina a pris une décision controversée qui la hantera pendant des années. En 1979, elle a fait une tournée en Afrique du Sud, un pays profondément ancré dans l'apartheid, un système de ségrégation raciale condamné internationalement. En tant qu'artiste noire, Tina a fait face à des critiques significatives pour s'être produite dans un pays sous sanctions mondiales. Elle a ensuite affirmé son ignorance de la situation politique, se décrivant comme naïve quant aux complexités du régime sud-africain à l'époque. Un tournant est venu avec l'essor des vidéoclips au début des années 1980. Tina Turner a saisi cette opportunité sous la direction d'un nouveau manager, Roger Davis. Elle a sorti le single Ball of Confusion en 1982, une reprise des Temptations qui a gagné un certain succès. Son apparition dans le clip vidéo marquait l'une des premières fois qu'une artiste féminine noire apparaissait sur MTV. Enfin, Tina commençait à reconstruire sa carrière. En 1983, elle a enregistré une reprise de Let's Stay Together d'Al Green, qui est devenue un hit au Royaume-Uni, atteignant la 6e place. Tina Turner se retrouvait avec un single qui bénéficiait d'une diffusion importante, mais notablement pas aux États-Unis. Sa popularité montait en flèche en Europe, en particulier au Royaume-Uni, où les maisons de disques commençaient à remarquer. En Europe, elle se tenait comme une artiste indépendante, loin de l'ombre d'Ike Turner, un nom qui n'avait plus d'influence. Cela marquait le début d'une année monumentale pour Tina Turner. À 44 ans, Turner atteignait enfin la célébrité sous son propre nom. Capitol Records l'a approché pour enregistrer un album, la mettant au défi de le terminer dans un studio au Royaume-Uni en seulement 2 semaines. Des collaborateurs de la scène musicale britannique, dont Mark Knopfler de Dire Straits, ont contribué à l'écriture et à l'arrangement des morceaux. Cette entreprise était prête à propulser Tina Turner dans une sphère de renommée qu'elle n'avait pas encore connue. L'album Private Dancer, sorti en 1984, a catapulté Tina Turner pour devenir l'une des stars les plus en vue de l'histoire du rock.
Il reste l'une des histoires les plus remarquables de la musique moderne. Le titre phare, What Has Love Got to Do With It, est devenu son premier et unique numéro 1 au Billboard Hot 100, remportant 3 Grammy, dont Record of the Year. L'album incluait d'autres hits comme Better Be Good to Me, Private Dancer, écrit par Knopfler, et Let's Stay Together. Il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, solidifiant le parcours triomphal de Tina Turner depuis son passé tumultueux. Elle est devenue la reine du comeback, prouvant que l'âge et les épreuves ne pouvaient pas l'arrêter. Bien avant l'incident infâme du Super Bowl avec Justin Timberlake et Janet Jackson, Tina Turner faisait déjà la une des journaux. En 1985, elle a performé lors du méga-concert mondial Live Aid à Philadelphie, aux côtés de Mick Jagger des Rolling Stones. Pendant leur duo sur It's Only Rock 'n' Roll et State of Shock, Jagger a dramatiquement arraché sa chemise, puis la jupe de Tina, la laissant en juste au corps noir, créant un moment dont on parlerait pendant des années. Ce spectacle a été vu par 1,9 milliard de personnes dans le monde, renforçant son statut d'icône. Malgré le fait que le public la voyait comme une déesse du rock, Tina ne se percevait jamais ainsi. Elle remarquait souvent dans les interviews qu'elle était bâtie comme un poney, pensant que ses jambes et ses bras étaient plus maladroits qu'attirants. Elle croyait qu'elle ne ferait pas tourner une seule tête dans sa ville natale de Nutbush. Le reste du monde, cependant, n'était pas d'accord. Même après avoir atteint un succès massif, Tina a connu des revers dans sa carrière. En 1991, le Rock and Roll Hall of Fame l'a intronisée, mais avec une tournure blessante. Au lieu de la reconnaître en tant qu'artiste solo, ils ont intronisé Lick and Tina Turner revue. Heureusement, Ike a manqué la cérémonie en raison de l'un de ses nombreux séjours derrière les barreaux. Tina a également choisi de ne pas assister, ne voulant compréhensiblement pas partager la vedette avec son agresseur. Elle a été intronisée en solo en 2021, un honneur tardif mais mérité. Quand vous vous retrouvez plus intéressé à décorer votre maison qu'à performer, il est peut-être temps de raccrocher. C'est exactement ce que Tina Turner a réalisé lors de sa tournée de 2009, Tina, 50th Anniversary Tour, qui a été l'une des plus lucratives de l'histoire, rapportant plus de 130 millions de dollars. Son cœur n'y était plus. Après une vie de bataille et de victoire, qui pourrait la blâmer? Dans de nombreuses interviews, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait plus envie de se produire ou de partir en tournée. En 1986, Tina est arrivée à l'aéroport de Heathrow à Londres et a été accueillie par un cadre musical allemand nommé Erwin Bach, un producteur chez EMI. Ils se sont tout de suite bien entendus, marquant le début d'une relation significative pour Tina. Bach et Tina sont restés ensemble pendant plus de 3 décennies avant de se marier en 2013 lors d'une cérémonie somptueuse au bord du lac de Zurich, en Suisse, avec des invités comme Oprah Winfrey et David Bowie. Mais peu après, le désastre a frappé. 3 mois après leur mariage, Tina a subi un AVC sévère qui l'a laissée incapable de marcher. Cependant, après avoir surmonté tant d'épreuves dans sa vie, il n'est pas surprenant qu'elle ait réappris à marcher grâce à une physiothérapie intensive. D'autres épreuves étaient encore à venir. En 2018, Tina Turner a publié ses mémoires My Love Story, où elle a parlé de sa lutte contre le cancer intestinal en 2016. Ayant initialement opté pour des traitements homéopathiques plutôt que pour la médecine conventionnelle, elle a fait face à des complications sévères, conduisant à une insuffisance rénale. Malgré les chirurgiens ayant retiré une partie de son intestin, ses problèmes rénaux persistaient. Pendant cette période sombre, la situation de Tina semblait désespérée. Elle avait besoin d'une greffe de rein et se sentait sans espoir, allant même jusqu'à envisager le suicide assisté. Elle s'était inscrite auprès d'une organisation en Suisse, se préparant à la fin. Cependant, un geste inattendu et magnifique a tout changé. Dans un acte d'amour profond, son mari Erwin Bach lui a offert l'un de ses reins. La greffe réussie a eu lieu en 2017, symbolisant leur lien profond. Tina Turner portait désormais littéralement une partie de son mari en elle. Peu de gens savent que Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013. Elle avait toujours été plus populaire en Europe, surtout dans ces dernières années, vivant en Suisse depuis 1995 avec son mari. Tina a demandé et obtenu la citoyenneté suisse en 2013, renonçant officiellement à sa citoyenneté américaine, citant des raisons fiscales et son attachement à la Suisse, où elle possédait un château appelé Château Algonquin surplombant le lac de Zurich. Le mariage horrible entre Ike et Tina Turner est tristement célèbre, mais l'histoire de son évasion est encore plus éprouvante. En 1976, lors d'une tournée, Tina et Ike ont eu une violente dispute dans un hôtel de Dallas. Cette nuit-là, alors qu'Ike la battait, Tina a saisi le moment pour s'enfuir.
Elle a traversé la rue vers un autre hôtel et s'est cachée, commençant une nouvelle vie. Pardonner quelqu'un qui a causé tant de douleur est un voyage difficile. Lors d'un entretien pour la tournée promotionnelle de ses mémoires, Tina a déclaré au New York Times qu'elle avait pardonné à Ike Turner. Cependant, ce n'était pas une question de pardonner et d'oublier. Elle a expliqué, « Il m'a demandé de faire une dernière tournée avec lui, et j'ai dit non, absolument pas. Ike n'était pas quelqu'un que vous pouviez pardonner et laisser revenir. » Juste après avoir surmonté le cancer et récupéré d'une greffe de rein, Tina Turner a fait face à une autre tragédie dévastatrice. En juillet 2018, son fils Craig s'est suicidé à l'âge de 59 ans. Craig, le premier fils de Tina avec Raymond Hill, travaillait dans l'immobilier en Californie. Tina a dispersé ses cendres dans l'océan au large de la côte californienne, un moment poignant qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Puis, en décembre 2022, son fils Ronnie est décédé à 62 ans d'un cancer du côlon. Tina Turner est décédée le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans, chez elle en Suisse, après une longue bataille contre des problèmes de santé, incluant une hypertension artérielle et une insuffisance rénale. Bien que sa mort ait choqué beaucoup de gens, compte tenu de toutes les épreuves et tribulations qu'elle a endurées au cours des 2 dernières décennies, il est incroyable qu'elle soit allée si loin. Tina était vraiment une battante, et ses derniers jours ont été marqués par un détail magnifique. Dans ces dernières années, Tina profitait d'une vie paisible dans son manoir surplombant le lac de Zurich. Une pancarte sur la porte de son domicile disait en allemand « Ne sonnez pas avant midi ». Tina Turner, tu étais simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites. Le parcours de vie de Tina Turner était un témoignage de sa résilience, de sa force et de son esprit indomptable. De ses premières années tumultueuses à son ascension en tant qu'icône mondiale, et enfin à ses jours paisibles au bord du lac de Zurich, l'histoire de Tina a inspiré des millions de personnes. En réfléchissant à son incroyable héritage, il est réconfortant d'entendre son mari briser son silence et partager leur histoire. Quel est votre souvenir ou chanson préférée de Tina Turner? Commentez ci-dessous et dites-nous comment elle a impacté votre vie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu célébrant la vie et l'héritage de l'incomparable Tina Turner. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine. Au revoir pour l'instant.